Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. On l'a surnommé la commission Bétara, mais ses travaux ont révélé un sujet bien plus vaste, celui des violences commises sur les enfants à l'école, avec les défaillances de l'État et la loi du silence chez les adultes. Ce soir, on s'arrête donc sur les propositions de cette commission pour mettre fin aux violences, avec ses deux rapporteurs, ainsi qu'avec deux des victimes qui ont témoigné devant les députés. On reviendra également sur d'autres témoignages terrifiants, ceux de soldats israéliens recueillis par le journal Haaretz. Ils affirment avoir reçu l'ordre de tirer délibérément sur des Palestiniens non armés qui venaient récupérer de l'aide humanitaire à Gaza. Le politiste Sami Cohen vient de publier « Tuer ou laisser vivre Israël et la morale de guerre ». Il sera notre invité. Enfin, faut-il mettre en place des tests d'aptitude à la conduite pour les seniors? Ce sera la question qui fâche, alors que se tient actuellement le procès d'une automobiliste qui, âgée de 83 ans à l'époque, a fauché un groupe d'enfants à vélo, tuant une fillette âgée de 10 ans. Voilà pour le sommaire, on est ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Ça vous regarde. Ils ont libéré la parole de dizaines de victimes et pointent des défaillances graves dans le contrôle de nos écoles par les services de l'État. Pendant plus de 3 mois, Violette Spielbout et Paul Vannier ont donc mis de côté leurs divergences politiques pour travailler ensemble sur ce sujet sensible, ce sujet grave des violences en milieu scolaire. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous sur ce plateau. Violette Spielbout, je rappelle que vous êtes députée Ensemble pour la République du Nord et Paul Vannier, député LFI du Val d'Oise. C'est un jour important aussi pour les victimes de ces violences qui ont témoigné tout au long de vos travaux de commission d'enquête. 2 de ces victimes sont avec nous. Bonsoir à tous les deux. Constance Bertrand, vous avez été victime de ces violences alors que vous étiez scolarisée à Saint-Dominique, à Neuilly-sur-Seine, dans les années 90. Et vous êtes également porte-parole de l'Union des collectifs de victimes de l'enseignement catholique. Et Didier Vincent, en ce qui vous concerne, les violences dont vous avez été victime remontent à la fin des années 70 et elles ont été commises dans l'établissement Saint-Pierre-du-Relecq-Quéruon dans le Finistère. Mais d'abord, que dit ce rapport? On fait le point avec Thibaut Enoch. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Clément et bonsoir à tous. Alors que faut-il retenir de ce rapport qui a été rendu public aujourd'hui? Une commission d'enquête, Clément, c'est un point de départ et puis c'est un point d'arrivée et ils sont parfois différents. Le point de départ de celle-ci était l'affaire Bétara, mais les interrogations sur le rôle de François Bayrou. À l'arrivée et après son audition très médiatique, il est bien question du Premier ministre dans le rapport, mais sur quelques lignes seulement. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel ici, ce sont d'abord des chiffres. 318 pages de rapport, 50 recommandations après 4 mois de travaux, 40 auditions, 260 témoignages reçus. Cette commission a aussi donné lieu à 80 collectifs créés, des collectifs de victimes dans le sillage des travaux et 80 signalements de cas à la justice. Mais plus important encore que les chiffres, il y a les mots et d'abord ceux des victimes que cette commission a permis de recueillir et parfois de faire émerger. Nous avons été touchés, bouleversés, choqués par des témoignages à la fois au début de la commission d'enquête, mais encore chaque jour que nous recevons sur nos boîtes mail, dans la rue. Des personnes, aujourd'hui, trouvent le courage de parler. Les actes de torture qui nous ont été décrits, les travaux forcés, les enfants qu'on a privés de nourriture, qu'on a privés de sommeil. Ça, je n'aurais jamais pu l'imaginer avant d'en entendre le récit glaçant. Derrière ces témoignages pointe une question dérangeante. Les établissements privés sont-ils plus concernés par les violences que les établissements publics? La réponse des rapporteurs est claire, oui. Les phénomènes sont accentués dans l'enseignement catholique en raison d'un modèle éducatif explicitement plus strict, s'appuyant sur de nombreux internats et d'une loi du silence particulièrement prégnante, peut-on lire dans le rapport. Une loi du silence ou une loi de l'étouffement? La parole des enfants non sollicités était rare, peut-on lire, quand elle s'exprimait. Elle était souvent mal reçue lorsqu'elle était entendue par les parents. Les responsables des institutions mises en cause s'empressaient de l'étouffer. Alors face à cette omerta, le rapport pointe également les défaillances de l'État. Oui, le constat dressé est implacable. Prévention des violences insuffisante, contrôle quasi inexistant, signalement lacunaire, procédure
inefficace. L'État, pointe le rapport, s'est montré défaillant et allié au mur du silence. C'est la seconde raison qui explique que des sévices aient pu être commis dans certains établissements comme à Bétharram pendant des décennies sans que rien ou presque ne se passe. Et donc pour pallier ces défaillances, le rapport fait 50 recommandations. Oui, en voici quelques-unes. Elles sont réparties en 5 piliers. Pour une meilleure reconnaissance des victimes, d'abord la création d'un fonds d'indemnisation et puis une réflexion sur l'imprescriptibilité de certains faits. Pour une meilleure protection des élèves, un contrôle accru sur les recrutements et puis la mise en place de dossiers individuels pour les personnels afin que les éventuelles fautes les suivent à la trace. Troisième pilier, les signalements. Le rapport préconise la création d'une cellule nationale pour les recueillir de façon directe et centralisée. Sur le volet des contrôles, il préconise de rendre obligatoire un contrôle tous les 5 ans au minimum dans les établissements privés. Enfin, dernier volet, les inspections, avec l'idée d'une sélection aléatoire des élèves lors de celle-ci. Autant de mesures qui relèvent pour certaines de la loi. Les rapporteurs souhaitent en déposer une avant la fin de l'année pour que leurs travaux ne restent pas, comme la parole des victimes l'a trop longtemps été, lettre morte. Merci beaucoup Thibault Hénoch. Paul Vannier, Thibault vient de le rappeler, tout est parti de Notre-Dame de Bétharram, mais vos travaux sont allés bien au-delà. Est-ce que vous vous attendiez à être confronté à découvrir, si je puis dire, un tel degré de violence dans un aussi grand nombre d'établissements ? Non, absolument pas. Je ne pouvais pas imaginer l'ampleur de ces violences, leur caractère de masse, mais les actes de torture, les travaux forcés, des actes de barbarie, c'était inimaginable pour moi, et jusqu'à entendre des victimes les décrire, je ne pouvais pas m'y résoudre d'un certain point de vue. On est dans l'inentendable presque, et c'est peut-être d'ailleurs une des explications à cette difficulté à dire les choses, parce que parfois on peine à trouver les mots pour dire des crimes si atroces qui pendant si longtemps ont pu être perpétrés et par de véritables bandes de criminels. À Bétharram, par exemple, il y a aujourd'hui 26 agresseurs qui sont visés par plus de 250 plaintes. Et ces agresseurs ont pu, en toute impunité, ravager des générations et des générations d'enfants sans être arrêtés. Je veux dire, pour finir, que ces violences ne sont pas des violences du passé, ce sont aussi des violences de notre présent, et que la nécessité de les combattre est une urgence absolue. Violette Spilbouty, est-ce que vous avez découvert et qui se passait donc dans le secret de ces établissements? Et puis il y a aussi toutes les défaillances dans le contrôle par l'État de ces établissements. Et là, les défaillances, elles sont à tous les niveaux. Elles sont à tous les niveaux et c'est pour cela que l'on pointe la responsabilité de l'État. Quand on parle de défaillance, c'est peut-être le plus évident, la défaillance de la justice, et qui est encore soulignée aujourd'hui par de nombreuses victimes qui voient leurs plaintes parfois multiples avec des relances classées sans suite, sans explication, sans retour à celui qui a eu le courage de parler. Il y a la défaillance de l'éducation nationale à travers ces contrôles inexistants, notamment dans les établissements privés sous contrat, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des inspections beaucoup plus régulières dans les établissements publics et dans les établissements privés hors contrat, ce qui est finalement un produit de l'histoire de notre pays et de ses relations avec l'enseignement catholique sous contrat, et qui fait que l'absence d'inspection a complètement laissé un système perdurer, un système souvent dans des établissements qui comportaient des internats avec des prêtres enseignants isolés géographiquement, éloignés des parents, et qui souvent se voyait être le lieu d'affreuses tortures, violences, agressions psychologiques, physiques et sexuelles. Et je tiens à souligner les trois, parce qu'aucune n'est plus grave qu'une autre. Chacun vit la souffrance en sa chair et toute sa vie. Et ces défaillances, c'est aussi celle de la protection de l'enfance, parce que dans le cas de Riaumont, sur lequel on reviendra, dans le cas des filles du Bon Pasteur, c'est l'État, les juges des enfants, qui ont placé des enfants dans ce type d'établissement, qui ont été doublement punis, d'abord dans leur famille, dont ils ont été retirés par la justice française, puis ensuite dans ces établissements. On voit à quel point c'est glaçant, et c'est sur toute la France. Didier Vincent, est-ce que les travaux de cette commission ont permis une prise de conscience de la société par rapport à tout cela, et est-ce que cela a facilité, selon vous, une libération de la parole du côté des victimes ? Oh, clairement, parce que nous, au niveau du collectif, avant la première audition du 20 mars et après, il y a un lendemain médiatique évident. Donc je dis
indirectement, même si je ne dis pas merci, mais je dis merci à M. Bayrou et à Alain Esquer quelque part, parce que sans eux... Alain Esquer qui a fondé le collectif des victimes de Notre-Dame de Bétarame. Mais je pense que le niveau médiatique n'aurait pas été le même si un Premier ministre en place n'avait pas été là non plus. Donc merci. Mais oui, clairement, ça... Et puis ça a permis à tout un tas de victimes de se sentir représentées, d'abord dans des collectifs, et puis à l'Assemblée, avec le travail remarquable qui a été fait par Violette, Paul, et, Fatia et toutes leurs équipes, parce que j'oublie pas les équipes. Voilà, il y a 330 pages, des annexes un peu partout, des choses. Je me suis retrouvé dans le livre. Enfin, on nous a écoutés, donc clairement. Et je pense, moi, on m'en a parlé quand on m'a vu à la télé, on a découvert des choses que j'avais vécues. Je pense que pour un certain nombre de victimes, ça a été la même chose. Il faut que ça continue, et je me méfie beaucoup de l'été. Alors ça, c'était la question suivante que j'allais poser à Constance Bertrand. Parce que quand vous avez été auditionné, vous êtes adressé aux députés, vous leur avez dit, vous êtes au jour 1, il faut qu'il y ait un jour 2, un jour 3, ne laissez pas le sujet s'éteindre. Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? Bon, déjà, je voudrais les remercier parce que ce travail vraiment extraordinaire. On voit le rapport entre les mains de Violette Spilbou, qui est quand même un bel objet, un bel ouvrage. Oui, il faut continuer. Il faut continuer. On a la chance d'avoir de l'attention, notamment médiatique. Vos confrères et vos consoeurs continuent à nous appeler, à mener des enquêtes. Encore hier, une journaliste m'a appelé pour savoir si j'avais des informations sur tel établissement. Donc ça, c'est merveilleux. C'est un peu dommage que la puissance publique ne s'empare pas du sujet en allant mener des enquêtes, mais en tout cas, il y a un travail des journalistes qui est fait, qui a écouté sans doute l'appel que j'ai fait le 20 mars en leur demandant de nous aider. Mais il va falloir continuer, il va falloir que nous, en tant que victimes, on accompagne aussi le travail de nos députés, qu'on les soutienne pour mener à bout tous ces chantiers. Ils sont nombreux, il y a 50 recommandations, c'est beaucoup de travail. Et on sait, et je voudrais d'autant plus les saluer, toutes la difficulté qu'ils ont pu avoir. On sait, nous on connaît bien les mécanismes d'omerta, de pression qu'on peut subir quand on s'attaque à ce sujet-là. Donc vraiment merci d'avoir été jusqu'au bout du sujet et d'avoir publié ce très bon rapport. Les préconisations, on va les évoquer en détail, mais si vous deviez en retenir une ou deux, quelles sont les plus importantes à vos yeux ? D'une manière générale, je trouve que dans le rapport et dans les recommandations, on prend très bien en compte à la fois tout ce qui va être du traitement des affaires qui pourraient arriver, donc les violences qui auront lieu seront bien encadrées. Évidemment, tout ce qui va être au niveau du travail de faire comprendre que ces violences sont inacceptables. Je trouve que c'est très bien traité. Donc c'est difficile d'en retenir une parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, notamment dans le rapport des rectorats avec les écoles, la place aussi des parents. Il y a un vrai sujet, les gens m'interrogent souvent sur les parents. Donc là, ouvrir les associations de parents à d'autres associations de parents, donc il y a plein de choses intéressantes, mais vraiment en termes de prévention et de traitement des sujets, je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Didier Vincent, vous, qu'est-ce que vous retenez ? Est-ce que c'est l'accent mis sur les inspections dans les établissements privés ? Est-ce que c'est revenir sur... Je suis un peu d'accord avec Constance, on est un peu d'accord là-dessus, c'est-à-dire que tout ce qui est à venir, enfin, on n'a pas la garantie, parce que tout va dépendre de la mise en application, des décrets d'application, de la mise en œuvre de tout ça, si ça devient une loi, un projet de loi, et qu'elle est votée. Mais voilà, il y a beaucoup de choses dans ce rapport qui font qu'un certain nombre de choses qui se passaient avant ont moins de chances de se passer. On va dire déjà le principe qu'on a évoqué avec Violette et Paul Vannier avant de ne pas remettre l'église au milieu du village, mais remettre la mairie là pour le coup au milieu du village ou le rectorat au milieu du village, et d'assurer un contact un peu plus direct entre le rectorat d'académie et les chefs d'établissement. Vous parlez des établissements privés en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il y a des grosses défaillances pointées du doigt dans le contrôle des établissements privés par les services de l'État. Voilà, du fait d'une espèce d'existence d'un espèce de ministère bis, voilà, l'enseignement catholique en l'occurrence, et voilà, ok, bon, voilà, moi si j'ai une chose sur laquelle, et c'est un symbole vraiment, où je trouve cette recommandation géniale, c'est de dire, je crois que c'est la numéro 3,
diffuser un texte comme quoi les violences physiques toutes formes de violences contre les mineurs sont interdites à l'école. Et moi j'irais plus loin, c'est-à-dire que devant chaque école, je voudrais qu'on placarde ce principe inaliénable, pas de violence sur les enfants, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors on va évoquer d'abord cette loi du silence qui est pointée du doigt dans votre rapport, alors que le plus souvent, ou en tout cas très souvent, les enfants ont pu parler. À Notre-Dame de Bétharram, par exemple, la plupart des parents des élèves ont préféré protéger l'établissement plutôt que leurs propres enfants qui étaient en danger. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je ne sais pas qui de vous deux peut répondre. Peut-être la relation parent-enfant est au cœur aussi de ce sujet de notre rapport de commission d'enquête. On voit que beaucoup de parents avaient choisi ces établissements pour que leurs enfants soient soit élevés à la dure ou avec une autorité dont ils imaginaient que les châtiments corporels en faisaient partie, soit pour redresser même des enfants turbulents. La menace dans le sud-ouest, tu seras envoyé à Bétharram quand on était dans une autre école, est présente et on nous en parle tous les jours, y compris... C'était un produit d'appel pour certains établissements. Envoyez vos enfants chez nous, ils seront élevés à la dure. Bien sûr, donc je crois qu'il y a une responsabilité des parents, mais aussi, quelque part, quand l'enfant revenait en parlant d'une violence physique, d'une humiliation, le parent lui disait tu y retournes, t'as qu'à mieux travailler à l'école. Et derrière, ça cachait un continuum des violences qui était présent dans ces établissements et qui peut l'être encore aujourd'hui. C'est celui, après une humiliation psychologique, un châtiment corporel, une violence physique, et bien derrière il y avait très souvent, et on l'a vu à Bétharram, une violence sexuelle, notamment dans l'internat, et tout cela était tu sous une chape de plomb, une sorte d'excuse de la violence éducative qui n'est absolument pas tolérable, ni il y a 40 ans, ni aujourd'hui. Didier Vincent, c'est quelque chose que vous avez vous-même pointé du doigt lors de votre audition. Vous avez expliqué que cet établissement où vous étiez, les parents envoyaient leurs enfants pour y être redressés. Exactement, ouais, c'était presque une... C'est ce que vous avez vécu, vous? Une maison de redressement, oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu avec cette menace, elle a fini par se concrétiser. Mais voilà, et pour des enfants qui étaient effectivement des enfants un peu différents, qui n'étaient pas forcément scolaires pour tout un tas de raisons. Voilà. Mais nous, c'était clairement, tu vas là, et puis comme ça, tu auras ton brevet, parce que c'était un collège chez nous. Donc voilà. Et toute la population, pendant des générations, 2-3 générations, s'est fait massacrer là-bas pour le brevet. Paul Vannier, face à cette loi du silence, certains adultes ont tenté d'alerter. Il y a eu des parents d'élèves, il y a eu des enseignants aussi, et très souvent ça s'est retourné contre eux. Comment protéger ces lanceurs d'alerte, en quelque sorte? Ça fait partie de vos recommandations? Oui, de faire connaître ce statut du lanceur d'alerte qui existe dans la loi, une loi qui a d'ailleurs été récemment approfondie. Et ce statut est méconnu, or... il permet de garantir à ceux qui dénoncent, qui pointent des faits de violence, de ne pas subir une forme de représailles ou des conséquences pour leur carrière. Et nous avons trop souvent constaté ce type d'attitude. Mais je dois dire, au-delà de la question de l'acte individuel qui est évidemment fondamental, mais c'est l'environnement dans lequel évolue l'ensemble des personnels qui sont en contact avec des élèves qui comptent. Et de ce point de vue-là, je veux aussi évoquer des responsabilités au plus haut niveau, des responsabilités politiques qui concourent aussi à cette omerta très grande et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Celle notamment de ministres de l'Éducation nationale successifs qui ont traité le sujet des établissements privés sous contrat, catholiques en particulier, comme un tabou, ne se saisissant pas des prérogatives de contrôle qui sont pourtant inscrits au Code de l'éducation depuis fort longtemps et étant sensibles à l'action très forte dans la coulisse du secrétariat général à l'enseignement catholique, qui est un lobby. Il est décrit comme tel dans certaines des notes que nous avons saisies, des notes de cabinet ministériel adressées à des ministres encore récents de l'Éducation nationale. Et ce lobby, de façon très active jusqu'à très récemment, est de toutes ses forces intervenu pour empêcher le contrôle, pour limiter le contrôle, avec des conséquences dramatiques, puisque des enfants ensuite exposés à la violence des élèves. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus, peut-être avec vous, Violette Spilbout, ce secrétariat général de l'enseignement catholique et son influence auprès du ministère de l'Éducation. Est-ce que ça veut dire que les inspections menées par l'Éducation nationale dans les établissements privés sont très différentes de celles qui sont menées dans le public? Et si oui, pourquoi? Enfin, comment expliquer ça? Bon, elles sont très différentes parce qu'il n'y en a pas. Il y a un chiffre qui est marquant. Je crois que vous avez dénombré
12 contrôles en 6 ans dans l'ensemble des établissements privés de France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une inspection générale de l'enseignement et de supérieur et de la recherche qui, en fait, a un protocole, une formation qui est destinée uniquement aux établissements publics. C'est hérité de cette histoire de relations entre les ministères de l'éducation successifs et ce secrétariat général à l'enseignement catholique. Et donc, le plan qui est en train d'être mis en place et que nous recommandons fortement d'un contrôle minimum tous les 5 ans dans les établissements privés et encore plus dans les internats, il repose forcément sur une réforme extrêmement profonde de l'inspection, à la fois dans le recrutement, dans la formation, parce qu'il va falloir aller se former dans des établissements privés, des différents réseaux confessionnels pour connaître leur fonctionnement et leur caractère propre et la limite de l'inspection. Mais nous avons une mesure très forte dans ce rapport, c'est la recommandation que désormais, le climat scolaire, c'est-à-dire la vie en internat, la vie en temps périscolaire dans ces établissements privés sous contrat, fasse partie du champ d'action des inspecteurs d'académie et des inspecteurs généraux. Et parce donc, que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un changement de culture profond, c'est un changement de méthode profond. Et non seulement nous souhaitons que ces inspections soient régulières, mais qu'elles soient suivies dans leur efficacité avec des mises en demeure, dans des délais et des sanctions si ce n'est pas respecté. Et ça veut dire que l'État a son mot à dire sur les choix pédagogiques qui sont faits par les établissements privés catholiques notamment sur le respect du programme. Le respect du programme rentre dans les inspections, bien sûr. La partie propre à la partie confessionnelle d'un établissement, d'un réseau religieux ne doit pas être touchée par cette inspection. Mais je crois que les textes sont clairs. Il y a une loi Debray qui doit être respectée et dans les recommandations que nous faisons, nous approfondissons la mise en application pour faire en sorte que tout le sujet du bien-être des élèves puisse être inspecté, contrôlé par la puissance publique qui est responsable de la protection des enfants. C'est un point qui vous rassure, vous, en tant que victime, savoir que ces établissements vont, a priori, désormais être contrôlés comme n'importe quel autre établissement scolaire ? Oui, en fait, ça paraît tellement évident que ce sera dommage qu'il y ait besoin d'une commission d'enquête parlementaire pour y arriver. Mais bien sûr, c'est rassurant pour les enfants qui sont aujourd'hui dans le... Et pour les parents, j'aimerais que ça rassure les parents aussi. J'aimerais que les parents d'aujourd'hui ne pensent que vraiment leurs enfants vont pouvoir être, j'espère, en sécurité grâce à ces contrôles. Mais je souriais parce que je me dis qu'il y a plus eu de contrôles depuis la création de la commission d'enquête qu'il y en a eu dans les 10 dernières années, en fait. C'est ça. Paul Vannier a évoqué la responsabilité des ministres de l'Éducation successifs. Il y en a un dont on a beaucoup parlé forcément, François Bayrou, qui était ministre de l'Éducation au moment où des cas de violence ont été révélés à Bétharram. Il était également président du département. Il avait aussi certains de ses enfants scolarisés dans cet établissement. Vous avez validé, vous, Violette Spilbou, une phrase clé dans ce rapport qui pointe, je cite, un défaut d'action de la part de François Bayrou à l'époque des faits, qui a permis à ces violences de perdurer à Bétharram pendant des années. C'est quand même grave ce que vous reprochez au Premier ministre. En fait, je le reproche à l'ensemble des ministres qui ont été en responsabilité et qui ont été le récipiendaire d'alertes, de copies de plaintes, de courriers personnels sur lesquels finalement ces ministres successifs n'ont pas mis en place d'actions correctives. C'est souvent, comme l'a souligné Elisabeth Guigou, qui était alors ministre de la Justice dans son audition, lié à l'organisation des cabinets, les filtrages des courriers, le fait que les ministres ne pilotent pas, les ministres de l'Éducation ne pilotent pas à ce jour les sujets de violences commises par des adultes sur des enfants qui sont extrêmement graves dans le cadre éducatif. Chaque jour, un ministre de l'Éducation devrait avoir, et j'espère qu'il l'aura demain, les signalements de violences dans un des établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, afin de surveiller et de contrôler les mesures correctives qui sont mises en place et les mesures judiciaires. Donc je crois que cette responsabilité, elle est partagée avec de nombreux ministres. Moi, je ne souhaite pas... Et vous auriez attendu une forme de mea culpa peut-être de la part de François Bayrou, qui reconnaisse peut-être une part de responsabilité de un mea culpa de l'État, de l'État au plus haut niveau aujourd'hui pour toutes ces violences, et c'est cette reconnaissance qu'attendent les victimes. Donc aujourd'hui, François Bayrou est Premier ministre, on a un président de la République, mais nous appelons à la reconnaissance par l'État de ces victimes dans leur collectif qui souffrent encore aujourd'hui. Didier Vincent, c'est important pour vous. Comment vous avez vécu l'audition de François Bayrou par la commission d'enquête parlementaire? Je trouvais ça assez indécent, mais
Moi, je ne suis pas en responsabilité, je ne suis pas forcément totalement au courant des dossiers, et pas spécifiquement celui de Betaram. On a assez de travail avec mes confrères du collectif de Saint-Pierre pour le nôtre. J'ai trouvé sa défense assez pitoyable, voilà. Et son agressivité un peu déplacée, voilà. Et sur l'idée d'un mea culpa peut-être de la part de l'État lui-même aujourd'hui, c'est... Ah, moi, je l'appelle de mes voeux parce que voilà, c'est ma seule remarque, parce qu'on en avait discuté avec Violette et Paul avant la remise des conclusions. L'argent ne règle pas tout, donc fonds d'indemnisation très bien. Après, reste à savoir qui sera éligible. Moi, l'argent, personnellement, je m'en fous. J'ai pas été celui qui a le plus souffert, même si j'ai pris ma dose, mais en revanche, la parole soigne. Elle soigne ceux qui sont encore là, les enfants et les femmes de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est quand même 30 à 40 ans de maltraitance. Sans contrôle de l'État. Donc il y a une responsabilité partagée, et moi j'appelle de mes voeux ce qui a pu se faire sur d'autres sujets, et je vais être volontairement provocateur, ce qui a pu se faire sur l'esclavage, sur la collaboration de Vichy voilà, à la rave du Veldiv et à la Shoah en général. Voilà, des excuses, enfin, peut-être pas des excuses, mais une reconnaissance pleine et entière de l'État pour son défaut de contrôle sur les publics fragiles, de l'enseignement catholique et de l'Église, sur l'emploi d'une méthode d'éducation hors d'âge, et que j'appellerais une pédagogie noire. Voilà. Alors on va voir que votre travail s'est pas limité à Betaram et que vous n'êtes pas contenté d'auditions à l'Assemblée. Vous vous êtes aussi rendu sur le terrain, notamment à Riaumont, dans le Pas-de-Calais. Hélène Bonduel a suivi ce déplacement que vous avez effectué début avril. Un édifice austère, perché sur cette colline boisée. Cet ancien foyer d'accueil pour enfants, puis école privée hors contrat, tenu par des religieux catholiques traditionnalistes, est accusé d'avoir violenté les élèves pendant près de 60 ans. Bonjour monsieur, des médias. Bonjour. C'est ce lieu que les députés sont venus contrôler. Alors c'est une commission d'enquête parlementaire, monsieur. Oui. Et donc nous sommes Violette Spilbout et moi-même les co-rapporteurs de cette commission d'enquête. Et donc si vous voulez bien, on va rentrer. 3 victimes ont profité de la visite des parlementaires pour revenir sur les lieux de leur souffrance. Je suis quasiment prêt à pleurer tellement ça me fait mal de revenir ici. Je pense qu'un enfant de 9 ans qui se prend des coups de rangers, des claques, des coups de poing ou autres sévices, j'ai l'impression d'être mort ici en fait. C'est horrible de dire ça, mais j'ai l'impression que ma vie elle s'est terminée à un moment donné où de toute façon je pensais y rester. Françoise Lobédès non plus n'a pas oublié. Dans les années 70, elle enseignait le français à des collégiens pensionnaires à Riaumont et elle a tenté d'alerter. C'est la première fois qu'elle revient ici depuis plus de 40 ans. Moi, je fais mon devoir de prof, je signale quand ça me va. Et c'était vous, monsieur? C'était vous? Je sais pas. Allez, la vérité. Vous vous souvenez pas? Non, je me souviens pas. Mais tout à l'heure, quand des victimes nous disent, moi je me souviens, je me suis pris des claques, des coups de poing, tout ça, vous contestez? Vous savez, ici, l'éducation, autrefois, n'était pas la même que celle qui est maintenant. L'atmosphère est très tendue. C'est aussi ce que vont ressentir les députés tout au long de leur visite. Il y avait comme un climat de défiance qui peut-être traduit quelque chose et qui peut-être nous rappelle, et nous sortions d'un rendez-vous avec les victimes, ce qu'a pu être pour des enfants, des adolescents, une vie ici. Aujourd'hui, si les moines sont toujours présents, Riaumont a l'interdiction d'accueillir des mineurs. Paul Vanier, on entend ce prêtre dire que l'éducation autrefois, c'était pas la même que maintenant. Est-ce que c'est une phrase que vous avez souvent entendue? On l'a entendue chaque jour de cette commission d'enquête. On l'a trop entendue, elle est insupportable parce que c'est faux. À l'époque déjà, et fort heureusement, la loi réprimait les violences physiques, les violences sexuelles. Et c'est inacceptable de continuer à dire qu'il y a des violences éducatives. C'est absolument antinomique. Chaque violence, la violence verbale, la violence physique, bien sûr la violence sexuelle, elle détruit la vie d'un enfant. Elle a des conséquences de très longue portée. Les témoins que nous avons entendus à Riaumont, mais comme à chaque endroit, rapportent des faits, des crimes dont ils ont été l'objet 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans avant. Et ils sont encore aujourd'hui entièrement traversés par cette violence. Donc il faut insister sur
La gravité qu'il y a à banaliser ces violences, et je le dis sans chercher à polémiquer, mais parce qu'il y a des responsabilités. Et quand François Bayrou, en audition, a lui aussi repris cette expression le 14 mai dernier de l'année 2025, de claque éducative, il a adressé un signal dévastateur au pays. Il ne faut aucune concession face aux violences. Et je le dis parce qu'il y a un continuum des violences et qu'une violence physique en précède une autre plus grave et peut provoquer un état de sidération qui est là pour cacher des violences sexuelles. Donc cette vigilance doit être permanente et au premier instant. Violette Spilou, je crois que ce déplacement à Riaumont vous a profondément marqué. Pourquoi ? Encore, quand je revois l'image, quand je revois le témoignage, l'émotion, j'ai la chair de poule. Je suis très marquée par la présence de la souffrance actuellement. D'un enfant qui a été violenté, humilié, petit, à 6, 8, 9 ans, parfois pendant des années. On sent, quand on dit qu'on a été mort après cela, c'est aussi des paroles qui nous sont jetées à la figure et qui surtout, je crois, nous ont poussé à un grand sens des responsabilités avec Paul Vannier. Vous parliez de tous les obstacles qu'on a eus. Finalement, on les a surmontés, je trouve, et on les surmonte avec beaucoup de force, en transpartisan, parce que ce n'est rien par rapport à ce que les victimes ont vécu. Et encore, on a des témoignages chaque jour. Encore, même sur les plateaux des médias, quand il y a des auditeurs qui appellent, on découvre des nouvelles formes de violence qu'on n'avait jamais imaginées. Donc je crois qu'on n'est pas à la fin de ce qu'on va apprendre. Quelques mots, parce qu'il faut qu'on avance. Il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder, mais à Riaumont quand même. On a une enseignante qui a tenté d'alerter. On a des juges qui ont refusé de continuer à placer des enfants là-bas parce qu'ils savaient ce qui s'y passait. On a Simone Veil qui est intervenue auprès du ministre de la Santé de l'époque pour faire cesser cela. Plus tard, quand c'est devenu un établissement scolaire, il y a des alertes qui sont remontées jusqu'au cabinet de Jean-Michel Blanquer et rien n'a été fait. Comment faire pour que toutes ces alertes ne se perdent pas dans les méandres de l'administration? La première chose, c'est que nous, on propose la mise en place d'un système, d'une cellule centralisée. Signaléduc, c'est ça, c'est centralisé au niveau national, qui puisse avoir le suivi sur toutes les administrations de l'État ou les administrations territoriales. Parce que quand on s'est rendu à Riaumont avec Paul Vannier, on a mis autour de la table le conseil départemental, le rectorat, la préfecture, et on a vu à quel point tous ces systèmes fonctionnaient en silo. Et j'en passe par les changements de personnes, les changements de ministres, les changements de recteurs. Donc et ça passe par quoi? Ça passe par des fichiers partagés? C'est un des exemples les pires. Donc effectivement, c'est un suivi extrêmement précis dans le temps et un retour à ceux qui ont fait le signalement. Une collaboration beaucoup plus forte entre la justice et l'éducation nationale parce qu'il y a des dispositifs législatifs, mais on en voit que l'application n'est pas systématique. En fait, c'est une sécurisation de tout le processus qu'on détaille dans ce rapport. Il y a tout un volet notamment pour contrôler le passé des candidats quand ils se présentent pour être recrutés dans un établissement scolaire. En ce qui vous concerne, Constance Bertrand, à Notre-Dame-de-Neuilly, vous avez subi le climat de terreur qui a été imposé par un surveillant qui était également en fonction à Bétarame, c'est ça? C'est-à-dire alors c'est même pire que ça. C'est à Saint-Dominique-de-Neuilly. On a appris, et grâce au travail d'investigation des journalistes, mais je l'ai retrouvé aussi dans le rapport, donc je trouve ça très intéressant, que ce surveillant qui est surnommé Cheval, qui s'appelle Damien Saget, qui est mis en cause pour des choses extrêmement graves à Bétarame, à un moment, des parents se manifestent de manière peut-être un peu trop véhémente, et il est déplacé. Il est déplacé, il arrive à Neuilly-sur-Seine, où il prend le rôle de censeur, c'est-à-dire le responsable de la discipline, et il va y rester pendant 8 ans. Et il part au moment où il est à nouveau mis en cause par la justice, au moment où l'affaire du père Caricard éclate. Et lui, c'est très difficile à comprendre et très difficile à entendre, mais il échappe à la justice. Donc on a à la fois un homme qui est protégé, on ne sait pas pourquoi, par qui, mais ce serait bien que la justice se penche vraiment sur ces mécanismes-là. Hein. Comment est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui est accusé de choses très graves et qui est déplacé dans un autre établissement scolaire, et puis ensuite la justice ne prend pas en compte les plaintes. Donc oui, c'est un mécanisme, et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui il y ait des mécanismes de protection des enfants qui existent. Donc c'est très bien que dans ce rapport, il y a une recommandation qui porte justement sur la moralité des différents intervenants auprès des enfants. Le sujet restera du signalement et de l'archivage de ces signalements. Aujourd'hui, toute la difficulté, c'est de savoir si quelqu'un a commis des choses qui ne sont pas malheureusement punissables par la loi, mais qui nous paraissent ne pas être correctes, qui va l'inscrire, où, comment, etc. Donc, et là-dessus, Didier Vincent, est-ce que vous êtes rassuré par ce que propose le rapport pour faciliter la transmission d'informations? Alors, pas forcément des condamnations, mais des gestes qui interpellent.
Il y a aussi tout un volet sur la possibilité de demander la vérification du casier judiciaire des candidats. Ça reste à savoir qui va être en charge de recevoir et de contrôler ces casiers judiciaires. Si c'est un représentant de l'Église, je ne suis pas forcément rassuré, parce que je ne vois pas pourquoi ce qui s'est passé avant ne se passerait pas après. Si une cellule indépendante est chargée de recevoir les preuves d'honorabilité, enfin les extraits de casier en l'occurrence, de façon indistincte des professeurs du privé et du public, moi ça me va très bien. Voilà, mais tout dépend. On arrive au terme de ce débat. Moi, j'aimerais vous entendre sur ce binôme étonnant que vous avez formé tous les deux. Pendant cette commission d'enquête, vous ne faites pas du tout partie des mêmes partis politiques, vous n'avez pas les mêmes idées, tout le monde pensait que vous ne vous entendriez pas. Comment est-ce que vous avez géré cela? Est-ce que vous vous êtes dit les choses dès le début ou est-ce que vous avez fixé des règles, des principes pour fonctionner ensemble? On a eu un moment fondateur. C'est le contrôle sur place au ministère de l'Éducation nationale. C'était dans les premiers instants de la création de cette commission d'enquête. Nous ne nous connaissions pas avec Violette Spilbout, sauf à s'identifier comme des parlementaires, en effet, de camps opposés. Et dans ce premier contrôle, nous avons rencontré une résistance et nous l'avons affrontée ensemble. Et ensemble, nous avons fait respecter cette commission d'enquête parlementaire dont nous avions la charge. Et ce moment a créé un climat de confiance. Et je dois le dire, nous avons travaillé en totale liberté, l'un avec l'autre, et toujours dans la même direction. Nous avons toujours avancé ensemble au service des victimes et de cet enjeu. D'un mot, Violette Spilbout, la suite, c'est une proposition de loi transpartisane. C'est ce que vient de dire Paul Vannier, toujours dans la même direction. Ça veut dire que ce rapport, c'est une étape, ce n'est pas la fin pour moi de la commission d'enquête. Nous allons rester les rapporteurs de la commission d'enquête et nous allons continuer, j'imagine, de recevoir des témoignages. Nous allons déposer une proposition de loi qu'on travaillera avec les collègues qui ont contribué à cette commission d'enquête, avec les associations de victimes, et on va aussi se mettre à disposition, je l'ai déjà dit au cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, à disposition de l'exécutif pour envisager le plus rapidement possible toutes les dispositions qui, par l'exécutif, peuvent être mises en œuvre. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. On va suivre évidemment donc cette proposition de loi transpartisane peut-être à la rentrée. Merci à tous les quatre donc d'être venus sur le plateau de Ça vous regarde. Merci.